tous. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais faire une série sur l'œuvre d'Amélie Nothomb. Donc, je vous promets, après vous n'entendrez plus parler d'elle, je vais faire 7 vidéos sur son œuvre, une fois d'un coup, comme ça, vous en entendrez plus parler, je vous promets. Ou du moins pas avant très très longtemps. Alors en fait, j'ai regroupé son œuvre en 3 livres ou 2 à chaque fois. Par thème en gros, et là les 3 livres dont on va parler, c'est 3 livres où elle se met en scène, on va voir comment. Et par contre, il y a 5 livres dont je parlerai pas. Ce sera d'abord Barbe Bleue, parce que il m'a pas vraiment touchée, et Barbe Bleue en tout cas ressemble beaucoup à Hygiène de l'assassin, et je préfère Hygiène de l'assassin, donc je parlerai pas de Barbe Bleue. Ensuite je ne parlerai pas du sabotage amoureux, ni d'Ève ni d'Adam, ni de la nostalgie heureuse, parce que pour moi ce sont 3 œuvres autobiographiques qui ne m'ont pas frappée. Et je ne parlerai pas non plus de Stupeur et Tremblement, parce que pareil, c'est une œuvre autobiographique qui m'a pas vraiment touchée. En général, ces œuvres autobiographiques, c'est pas celles qui m'ont vraiment marquée. Euh, je l'ai quand même bien aimé celui-là parce que je l'ai trouvé drôle, donc je vous conseille quand même de le lire, mais je vais pas parler de ça parce que je trouverai pas grand chose à dire. Donc comme ce sera assez long, hein, vu que je vais parler de 20 livres quand même, je pourrai pas faire des critiques très approfondies. Ce sera vraiment des choses, des procédés qui m'ont touché moi, voilà, parce qu'ils résonnent avec ce que je suis, avec ce que je vis. Donc là, on va commencer. Alors déjà, je voudrais vous dire quelque chose. En fait, on dit souvent de son style qu'il est étrange, peu commun, irréaliste. Pourtant, moi, en la lisant, j'ai surtout l'impression, davantage qu'avec n'importe quel autre auteur, qu'elle lisait dans mes pensées. Je me suis presque jamais sentie aussi proche de la vision du monde d'un écrivain et je l'ai presque jamais trouvée aussi lucide. Donc vous pensez bien que quand on la qualifie de bizarre ou de particulière, j'ai du mal à le comprendre. Et puis j'ai regardé ses interviews sur YouTube. C'est vrai qu'elle est originale, exceptionnelle, mais ça ne change rien au fond de ses convictions et à sa conception de la vie démontrée dans ses romans, et sûrement pas à son talent, au contraire. Certaines personnes de mon entourage disaient aussi être incapables de la lire parce qu'elle les dérange. Je ne vois pas non plus en quoi, parce qu'il y a trop d'humour dans ses œuvres pour qu'elle mette mal à l'aise. Mais de toute façon, est-ce que c'est pas un début de l'auteur de faire réfléchir le lecteur et de le pousser à se questionner? Donc on va commencer avec Pétronille. Donc Pétronille, que voici. Je vous lis le résumé. Au premier regard, je la trouvais si jeune que je la pris pour un garçon de 15 ans. Comment l'écrivain à succès rencontre une fan, devenue romancière à son tour, bientôt complice pour partager son grand plaisir revendiqué, le champagne, une histoire d'amitié enivrante. Alors en fait, Pétronille, c'est le récit de sa rencontre avec Stéphanie Hochet, qui était une de ses fans, donc, et qui est aussi une écrivain qui existe. Donc voilà, c'est l'histoire de sa rencontre avec Stéphanie Hochet. Alors, j'ai adoré ce roman. Et déjà, dans tous ces romans, j'ai pas pu m'empêcher de jouer à Où est Pneu, Où est Charlie, ou plutôt voilà, Où est Pneu, parce qu'elle trouve toujours une place originale pour glisser ce mot. En fait, elle s'est donné comme défi de mettre ce mot dans chacun de ses livres. Et dans Pétronille, il y a un passage qui m'a fait mourir de rire, c'est quand Amélie dit à Pétronille en parlant de sa mère, elle croit que mon titre le plus connu est Cris et chuchotements. Voilà, c'est un livre très drôle, plein d'esprit, que j'ai bien aimé. C'était pas mon préféré, mais bon voilà, je l'ai bien aimé. Je vais pas en parler beaucoup parce que par contre, je vais beaucoup parler d'une forme de vie. Donc aujourd'hui, on va parler de Pétronille, une forme de vie et tuer le père. Et voilà, une forme de vie. Alors, j'ai adoré ces 3 livres. J'ai adoré ces livres plutôt. Quelle surprise! Et j'ai failli applaudir à la fin dans Tuer le père et dans Une forme de vie. Et je me suis rappelé à temps qu'un livre n'est pas vivant et que Amélie n'était pas là pour m'entendre, sans quoi j'aurais eu l'air très ridicule. Et je dois avouer qu'après Une forme de vie, je me suis sentie assez honteuse, parce que dedans, elle dit qu'elle a horreur des longues lettres, et parmi mes 5 lettres que je lui ai envoyées, je lui en ai envoyé une de 3 pages et une autre de 4,5. Mais bon, c'était parce que j'avais lu plein de ses romans, elle avait pas l'air d'en être saoulée, donc ça va. Là-dedans, elle dit: il est inconfortable de se voir adresser des éloges et des remerciements chaleureux qu'on n'estime pas mérités. Cette phrase, c'est juste l'histoire de ma vie, quoi. D'ailleurs, pour savoir si ce que je fais est bien, il me faut toujours l'avis de quelqu'un d'objectif, sans quoi je ne le saurais jamais. Je suis toujours en quête d'avis, je ne sais jamais si je suis géniale ou totalement à côté de la plaque. Dans Une forme de vie, toujours, elle écrit: derrière toute œuvre se cache une prétention énorme, celle d'exposer sa vision du monde. Si une telle arrogance n'est pas contrebalancée par les affres du doute, on obtient un monstre qui est à l'art ce que le fanatique est à la foi.
C'est ce que je veux à tout prix éviter puisque c'est ce que je déteste chez les autres. L'arrogance injustifiée. La dernière phrase d'une forme de vie me parle particulièrement. À la fin, elle écrit reste dans cet avion, attends l'arrivée, tu remettras les documents à la douane et ta vie impossible sera finie. Tu seras libéré de ton principal problème qui est toi-même. Donc, c'est pas vraiment un spoil, hein, d'accord, c'est la fin, mais là, d'accord, vous avez rien compris. Donc, même si vous avez pas lu, vous pouvez quand même le lire. De toute façon, même si je vous spoil, c'est tellement bien que vous pouvez le lire. Donc, à la fin, elle dit tu seras libéré de ton principal problème qui est toi-même. J'ai constaté, ça me parle particulièrement parce que j'ai constaté avec chagrin que tous les problèmes que je peux avoir viennent uniquement de moi. Je n'ai aucun souci d'ordre relationnel, du moins personne ne me persécute. Je n'habite pas le nirvana, mais je suis dans une situation financière très correcte. Rien ni personne ne me nuit à part moi-même. On pourrait se dire que c'est mieux parce que je suis donc en mesure de contrôler mes malheurs. Mais non, justement, parce que je n'ai aucun pouvoir sur mes plus grandes caractéristiques qui parfois m'encombrent. Par exemple, beaucoup de mes ennuis viennent de ma timidité, elle est impossible à gérer, et en ça, l'écriture m'aide énormément. Je trouve que la feuille ne rouge de rien. Alors sur ça, quand je lui ai écrit ça, Amélie Nothomb m'a dit si vous voulez mon avis, la timidité à votre âge, c'est très bon signe. Elle marque l'humilité qui est le meilleur terreau pour l'intelligence. Par ailleurs, vous êtes une adolescente, cela signifie que vous allez changer. Alors je suis d'accord que c'est important d'être humble, mais il faut veiller à ne pas devenir un fantôme. Donc en gros, la timidité, quand elle est excessive, pour moi, c'est plus de l'humilité, c'est de l'effacement, et il ne faut pas tomber dans l'effacement. Ensuite, en fait, je vous ai pas parlé du résumé d'une forme de vie. Sur la 4e de couverture, il y a juste écrit « Ce matin-là, je reçus une lettre d'un genre nouveau ». Donc en fait, c'est Amélie justement qui se met en scène, donc dans Petroni aussi, hein, dans Petroni c'est une histoire vraie, mais elle se met en scène avec quelqu'un. Et dans une forme de vie, en fait, c'est totalement inventé, mais elle dit qu'elle reçoit des lettres de quelqu'un qui a fait la guerre, qui est gros, en fait, qui est énorme, et donc ils s'écrivent. Et donc voilà, là c'est le 2e roman où elle se met en scène, alors qu'elle n'a pas vécu la situation. Ensuite, je vous parlerai de Tuer le père. Donc pareil, au dos du livre, il y a seulement marqué « Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur ». Donc juste une citation. Tuer le père, c'est l'histoire d'un orphelin qui est fan de magie et qui va rencontrer un grand magicien justement et qui va être hébergé par lui et sa femme. Donc ils sont pas très très clean, hein. Ils sont adeptes du festival Burning Man où il y a beaucoup de substances qui traversent, voilà. Donc voilà, on va suivre la progression de ce jeune. Je vous en dis pas plus, mais voilà un peu le topo de l'histoire. Donc je me souviens qu'il y a un passage qui m'a beaucoup touchée. Sauf que je ne le trouve plus et c'est très énervant. Hein, voilà. Vraiment. Je vais le trouver. Jongler revient à nier tant la pesanteur que la multiplicité des choses. Le pari du jongleur est d'assurer le mouvement perpétuel et aérien d'une matière lourde et nombreuse. L'esprit n'a ni poids ni chiffre, il est indénombrable. Jongler déguise la matière en esprit en conférant à celle-ci les propriétés de celui-là. Le jongleur doit avoir la tête aussi rapide que les mains, doit calculer le temps que prendra la chute de chaque objet et accorder son geste à son estimation. Le jongleur de feu ajoute à ce pari une clause démentielle. La matière, outre son poids et son ombre, possède un danger. Si cette propriété demeure plus d'une fraction de seconde en contact avec le corps, il brûle. Quant au danseur de feu, c'est le fou absolu. C'est un jongleur de feu qui fait de sa technique un acte total, non pas seulement accomplir des prodiges avec ses bras, mais incarner le miracle de la tête aux pieds. Donc la femme du magicien qui va apprendre la magie au jeune qui veut devenir magicien, elle est danseuse de feu. Depuis Nietzsche, on sait que Dieu danse. Si Nietzsche avait pu aller à Burning Man, il aurait connu l'existence d'une espèce supérieure de divinité qui danse avec pour partenaire le meilleur danseur de l'univers, le feu. Les Fire Dancers n'ont pas créé leur art pour le plaisir un peu vulgaire de faire du trop difficile. Il y a une logique profonde à associer ces deux dieux, la danse et le feu. Regarder de grands danseurs provoque le même émoi que regarder une bûche enflammée. Le feu danse, le danseur brûle. C'est le même mouvement, aussi hirsute qu'harmonieux.
C'est le combat sans vainqueur entre Dionysos et Apollon, l'alternance continuelle du danger et de la maîtrise, de la folie et de l'intelligence, du désir et de la plénitude. Les langues ont tour à tour leur supériorité. En l'occurrence, l'anglais l'emporte sur le français. Fire dancer, c'est tellement mieux que danseur de feu. Pauvre français de besogneux analytique qui doit établir un constat d'accident, un complément déterminatif. Est-ce un génitif objectif ou subjectif? Qu'est-ce que la grammaire vient faire entre deux divinités? C'est l'anglais qui a raison, il faut jeter les deux mots l'un contre l'autre et qu'ils se débrouillent. Et aussitôt, ils crépitent ensemble. Ce passage m'a laissé rêveuse, j'ai trouvé ça très beau. Voilà pour ces 3 livres donc, et aussi dans Tuer le père, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle se met aussi en scène dans ce livre, c'est pour ça que je l'ai associé avec Une forme de vie et Pétronille. Voilà le début. Le 6 octobre 2010, l'Illégal fêtait ses 10 ans. J'avais profité de la foire d'Empoigne pour infiltrer cet anniversaire auquel je n'étais pas invitée. Des magiciens du monde entier étaient venus au club cette nuit-là. Paris n'était plus une capitale de la magie, mais la puissance de sa nostalgie agissait toujours. Les habitués échangeaient des souvenirs. Habile, votre déguisement d'Amélie Nothomb, me dit quelqu'un. Je saluai d'un sourire pour qu'il ne reconnaisse pas ma voix. Porter un grand chapeau dans un club de magie, ce n'était pas assurer mon incognito. Je ne voulais pas épier ceux qui montraient leur nouveau tour. Munie d'une coupe de champagne, j'allais dans le fond. Voilà. Donc là aussi, elle se met en scène, cette fois très très subtilement. Hein, je lui ai dit d'ailleurs à la manière d'Hitchcock. D'ailleurs, elle est née la même date qu'Hitchcock. C'est amusant. Donc voilà pour ces 3 livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Je voulais aussi vous prévenir que je serai au Salon du Livre le 25 mars, le samedi 25 mars à 17h pour voir Eric Emmanuel Schmitt. J'irai aussi, je me baladerai un peu partout, mais à 17h, j'irai voir Eric Emmanuel Schmitt. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à venir me parler. Hein, je serai très très contente de vous rencontrer ou de vous voir si vous êtes dans mon lycée. Voilà. Je vous souhaite à bientôt. Je vous souhaite à bientôt, mais je suis totalement crédule. Je vous souhaite une bonne vie. Écoutez, voilà. Salut!